autant du point de vue des levées de fonds que dans certaines cultures, en fait, du recours à la dette pour les entrepreneurs. C'était très compliqué d'expliquer comment la venture debt, la grosse dette, se situait entre l'equity d'un côté, le venture capital, gross equity, tout le monde connaît très bien. La dette privée senior secured au niveau du private equity, tout le monde connaît très bien. Mais alors l'hybride entre les deux, c'était impossible à digérer pour les institutions, enfin aussi qui ont une allocation d'actifs très fixe. Ouais. Je pense que ça doit te rappeler quelque chose pour les banques privées. Tout à fait. Où est-ce qu'on met la venture debt? C'est de la dette, Yes, c'est de l'equity, je sais pas où mettre les warrants, etc. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de FinScale. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Fatou Diagne, qui est la fondatrice et la managing partner de Bootstrap Europe. Salut Fatou. Bonjour Solène, contente d'être avec toi aujourd'hui. Mais ouais, hyper heureuse qu'on puisse se caler ce rendez-vous. Ça fait plusieurs semaines qu'on essayait de trouver une date, donc très très heureuse que tu nous accordes un petit peu de temps. Tu as une très belle aventure dans la finance qui a commencé il y a pas mal de temps. J'aurais aimé que tu te présentes brièvement aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent pour qu'on comprenne un petit peu quelle a été l'envie d'aller vers la dette, puisqu'on va parler de growth debt avec toi aujourd'hui. Alors c'est vrai que je pense comme beaucoup de personnes en finance, je suis arrivée un peu par hasard dans ce monde. À la base, je suis du Sénégal. Mes parents sont du monde complètement littéraire, du monde des idées, philosophie, littérature, etc. Et donc, j'étais un peu interloquée que j'ai voulu aller dans une carrière axée sur les nombres. J'étais plutôt maths physique à la base. Ouais. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait chez Standard & Poor's en credit ratings. Ok. Et donc, à partir de la terminale, mon envie, c'était de faire du credit rating. Du coup, aller à Paris en prépa, à Louis-le-Grand, et ensuite faire HEC, c'était un peu l'évidence. Ouais. Donc, à 17 ans, j'arrive à Paris. C'est là que je rencontre Stéphanie, qui est ma cofondatrice, avec qui on a créé Bootstrap. Donc et en puis, prépa d'autres sociétés aussi à côté. Tu l'as rencontrée en prépa? En prépa. Excellent, je savais pas On ça. était à Louis-le-Grand toutes les deux à drôle. l'internat. Ouais, donc ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Et on a ensuite intégré HEC ensemble. On a ensuite habité ensemble à Londres quand on est passé de la majeure finance à la banque d'affaires à Londres. Et donc à ce moment-là, après avoir fait un stage, donc, j'ai réussi à avoir un stage chez Standard & Poor's en credit ratings, ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même un peu d'expérience en banque d'affaires ou avoir un PhD en economics. Donc pour moi, l'aspect pratique était plus intéressant. Donc je suis allée faire de la banque d'AF chez Citigroup, qui était l'immeuble en face de Standard & Poor's à Londres. Excellent. J'ai eu la chance de tomber dans l'équipe de Equity Capital Markets, qui était une équipe qui couvrait le marché français, avec donc une expérience excellente, des gens qui ont vraiment supporté tout au long de ma carrière. On a fait par exemple l'introduction en bourse d'Aéroports de Paris, les augmentations de capital d'AXA et autres. Mais avec la crise de 2008-2009, le monde des introductions en bourse s'est un peu arrêté, comme ce qu'on a en ce moment. Et du coup, j'ai basculé en M&A et en high yield. Et c'est là que Citi est une, on va dire, une grosse banque d'affaires spécialisée dans la dette. Et c'est là que j'ai vraiment fait mes classes dans tout ce qui était dette, debt underwriting. Je suis désolée, on va faire un peu de franglais sur Non, mais cet c'est épisode. parfait. Tout le monde est habitué sur FinScale. l'habitude. Et donc, c'était aussi des années fantastiques chez Citi. J'étais au bureau de Johannesburg et donc on s'est éclaté. On faisait des trucs comme l'acquisition de Conforama par une boîte sud-africaine. Et puis, au bout d'un moment, j'ai quand même eu envie de faire quelque chose qui était un peu plus impactant. Donc, plutôt que d'aller rejoindre la Banque mondiale ou IFC, j'ai décidé d'aller rejoindre une start-up qui s'était montée, qui se montait au sein des Nations Unies, donc au sein du Programme alimentaire mondial, à l'initiative de l'Union africaine, donc un projet très politique, mais complètement dans le privé, pour créer une société d'assurance contre les catastrophes naturelles, pour faire en sorte en fait que les États africains puissent s'assurer eux-mêmes contre la sécheresse, les inondations, tous les trucs qu'on a en ce moment, mais que ce soit une mutuelle privée et qui fonctionne. Et donc pour moi, c'était ma première expérience d'entrepreneuriat dans la finance en plus, qui a créé un impact énorme, puisque la première année, on a pu assister 1 300 000 personnes. Ah ouais. Qui souffraient d'une sécheresse et qui du coup ont pu bénéficier de leur propre assurance plutôt que d'avoir à attendre l'aide internationale, les caméras de CNN qui viennent filmer les enfants au gros ventre, etc. Ouais. Et donc pour moi, c'était OK, c'est ça que je veux faire. Je veux faire un truc impactant. Clairement, innovation et finance, ça va ensemble, mais pas forcément dans les institutions publiques. Et c'est à ce moment-là que Stéphanie,
Donc au moment de la crise, moi, je suis allée en Afrique du Sud et Stéphanie s'est fait recruter par un family office suisse. En fait, une des très très grosses familles suisses dans la pharma et s'occuper de leur portefeuille de private equity et de private assets. Et à ce moment-là, elle m'appelle, elle me demande si je voulais créer une société pour canaliser plus de capital vers l'innovation, vers l'impact. On a toujours parlé ensemble de faire de la finance avec un peu plus de sens. Donc pour moi, c'était sans hésitation. Enfin, Stéphanie que j'adorais, avec qui on avait déjà travaillé ensemble, voyagé ensemble sur les routes du Mozambique, de l'Argentine, du Pérou, etc. Donc on avait vécu beaucoup d'aventures ensemble. Et puis faire un projet qui nous permettrait en fait de capter pas mal de capitaux qui allaient dans des black box, donc dans des fonds de private equity, etc. Et de les mettre directement au service des entrepreneurs en tech. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire, mais dans ce cas-là, tout. On faisait 2011, donc il y a 13 ans déjà, et on avait un portefeuille d'environ 300 millions. Donc on faisait tout, de la start-up en seed, growth, du listé, listé et liquide, des fonds de dette distressed, des fonds de VC, des fonds de private equity. Et dans le spectre de tous ces actifs-là, en fait, il y a les actifs à rendement, qu'on appelle aujourd'hui la dette privée, étaient ceux qui nous intéressaient le plus, parce que ça nous permettait d'avoir une exposition à l'innovation et à l'upside, mais en même temps d'avoir une certaine protection contre le risque de perdre le capital. Et c'est ce qui résonnait le plus avec nos clients, qui étaient essentiellement à l'époque des entrepreneurs qui avaient fait fortune et donc qui avaient beaucoup de mal avec les probabilités du VC, où on a peut-être une société qui marche sur les 10, mais il leur faut perdre le capital sur 9 avant que ça marche, et qui préféraient un peu l'aspect rendement, récupérer un peu de leur capital. On a eu la chance ensuite, je disais, je suis arrivée dans la dette venture avec beaucoup de chance, parce qu'on a eu la chance de tomber dans une de nos sociétés suédoises qui faisait de l'intelligence artificielle à l'époque. C'était plus natural language processing, mais donc ils avaient de longs contrats très rentables avec des grosses boîtes comme Dell, HP, etc. Seulement les 2 premières années du contrat étaient cash flow négatif. Okay. Et donc ils avaient pris la dette de Western Technologies Investment, qui est un des très très gros acteurs américains. C'est eux qui ont fait la dette à Google, à Facebook quand ils étaient encore en série A. Et donc quand on a vu cet instrument, quand on a vu la term sheet, on s'est dit en fait c'est extraordinaire comme retour, parce qu'ils ont le même retour que les fonds de VC. Ils ont des options qui leur permettent, si jamais on sort, si jamais on lisse la boîte, de bénéficier du même upside. En même temps, au bout de 3 ans, ils sont remboursés et ils ont des sûretés surtout. Donc on peut pas vendre d'actifs, faire de licences, etc. sans leur consentement. Mais ça nous bénéficiait aussi en tant qu'actionnaires, parce que du coup, on se faisait pas diluer. Les fondateurs étaient hyper contents de garder le plus possible de leur société. Et donc, c'était win-win pour tout le monde. Donc, on a commencé à répliquer un peu l'actif en Europe. On a fait quelques transactions en Europe de l'Est, Europe du Nord, en France. Et on s'est rendu compte que c'est un instrument qui fonctionnait plutôt bien, qui était complètement sous-développé en Europe. Il y avait très, très peu d'acteurs à l'époque. D'ailleurs, la plupart des acteurs qui existaient en 2010 ont disparu aujourd'hui. Il y avait Viola Crédit quand même. Viola existait déjà à l'époque. Créos existait déjà à l'époque. Il y avait un autre fonds, ETV Capital, qui était l'équivalent de Créos à l'époque, mais qui lui a fait faillite. Et en fait, le fondateur, Humphrey Knox, est celui qui est devenu le troisième associé dans Bootstrap. On l'a aussi rencontré un peu par hasard. Génial. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il était un peu... ouais, voilà. Enfin, on était prêt à saisir la balle, mais... il était actionnaire d'un fonds de secondaire qu'on connaissait bien, et c'est ce fonds de secondaire qui nous a mis en contact avec lui. Donc au début, il nous a servi d'advisor, de conseiller sur le fonds, et très très vite, au moment du lancement de la levée de fonds, il est devenu associé à part entière. Donc aussi depuis 2014, super, quasiment. Donc lui, c'est le 3e associé. Avec lui, on a levé un premier fonds, ensuite on a levé un 2e fonds. Le premier étant vraiment autour des clients qu'on avait à l'époque, family office, entrepreneurs. L'horizon, c'était vraiment d'investir à long terme, de supporter les sociétés 1, 2, 3, 4 fois. Et en fait, ça s'est resté dans notre ADN, parce qu'on investit 2 à 3 fois dans les mêmes sociétés. Mais après, on est passé à un fonds un peu plus institutionnel, un peu plus large, avec des institutions comme la British Business Investment qui sont arrivées, on va dire des gestionnaires d'actifs, un peu plus diversifiés. Ça, c'était le premier fonds 2016, le deuxième 2018 et le troisième 2021. On a levé du coup encore plus institutionnalisé cette fois-ci, avec le Fonds européen d'investissement, avec des investisseurs américains qui connaissent extrêmement bien le venture debt, eux. Et là, on est sur le point de lancer notre fonds 4.
Super. Bonjour à tous, je m'insère une petite minute dans cette conversation pour vous remercier d'être à mes côtés depuis presque 5 ans. Cette émission alimente de mon côté toutes les réflexions autour des projets que j'accompagne, que ce soit avec des entrepreneurs ou des investisseurs en France, au Luxembourg ou en Europe tout simplement. Si vous souhaitez échanger sur les enjeux de transformation dans l'investissement, la création ou le développement de véhicules ou d'entreprises d'investissement, mais aussi tout simplement des aspects opérationnels, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Profitez bien de cet épisode. Bah écoute, c'est extraordinaire. Alors, je voulais juste un petit peu revenir sur de la terminologie, parce que j'aime bien rentrer dans le détail. J'avais fait un épisode avec Mark Wormser, qui est l'un des dirigeants de la banque Wormser, puisqu'ils font du venture loan. Donc, ils vont aller financer, généralement entre 2 tours, de la dette pour des startups. C'est quoi pour toi la différence entre le growth debt et la venture debt, le venture loan? Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments, notamment, je ne sais pas, dans la façon dont les term sheets sont conçus, les returns, etc. Je dirais la différence entre venture debt et growth debt, ce serait à peu près la même différence que venture equity et growth equity. Ça va dépendre vraiment de la maturité des sociétés. Donc, on va dire en venture debt, je sais par exemple qu'en Espagne, il y a même du seed venture debt, où on peut avoir de la dette en seed, jusqu'en série A. De pré-seed à série A, ce serait peut-être venture debt. Et ensuite, série A et plus tard, plus typé grosse dette. Des tickets beaucoup plus larges. Nous, on fait des tickets en moyenne entre 10 aux alentours de 10 millions. Alors que venture debt, on peut commencer 500 000, 1 million. Ensuite, au niveau des structures, plus on est gros, plus ça se rapproche de ce qu'on peut faire en private equity, donc plus c'est complexe et plus c'est technique. On va dire une société qui est beaucoup plus mature va avoir besoin de différents types de cash flow, va avoir besoin peut-être de facilités de working capital, de BFR à côté, qui sont un peu plus différenciés que le venture debt, qui est en général un prêt très simple de term loan, 3-4 ans avec des amortissements mensuels. Linéaire. Mais après, c'est vraiment une histoire de philosophie. À quel moment de maturité on se situe et puis quelle taille de ticket. Wormser, je pense qu'ils font des tickets sous 5 millions aujourd'hui, et qu'ils arrivent à rentrer très tôt dans les sociétés. Assez tôt, ouais. Si je compare Viola, c'est des choses assez similaires à ce qu'on fait. On a déjà co-investi ensemble, par exemple. Alors Viola, ils font du Ensuite, financement de créances. pure play, Ils font j'avais fait un épisode avec eux, avec Raphaël Marek, que tu connais peut-être, pour expliquer justement ce financement de fintech vraiment particulière, par exemple des fintech qui vont aller faire du factoring, donc vraiment pour aller financer derrière de la créance. Est-ce que tu penses que ce sont justement des approches qui sont complémentaires ou qui sont concurrentes, si tu regardes par rapport, je sais pas, aux deals sur lesquels vous étiez associés? Non, c'est très complémentaire. En fait, ce qui est exceptionnel maintenant, c'est que les entrepreneurs et leurs investisseurs ont accès à un éventail d'outils de financement qui est beaucoup plus large qu'avant. Ouais. Avant, on avait l'equity, puis on a eu le venture loan qui est arrivé, et entre ça, les convertibles qu'on considère comme de l'equity. Ouais. Le venture loan qui est arrivé, et puis après, avec les business models des fintech en particulier, mais aussi dans d'autres secteurs, il y a d'autres types de financement. Les business models de fintech, le on-lending, comme nous on l'appelle, c'est prêter à un prêteur. Ouais. En gros, c'est quelque chose qui est très particulier. Même dans les banques d'affaires, je me souviens chez Citi, on avait un département complètement spécialisé qui avait son comité de risque séparé, quasiment la balance sheet séparée, parce que c'est quand même, il faut connaître le business du prêteur mieux que le prêteur lui-même pour pouvoir lui prêter. Ouais. Donc, chez Bootstrap, on fait pas tellement de on-lending. On estime qu'on n'est pas beaucoup plus expert que les fintechs qui sont actifs dans ce domaine-là, mais on fait tout le reste. Et on peut très bien avoir une fintech qui finance son book de prêts avec Viola, avec une banque aussi. Ouais. Parce que pour les banques, si par exemple une banque est très familière du risque de créance, elle va pouvoir financer ça à un taux beaucoup plus avantageux, vu qu'elle a un coût du capital beaucoup moins cher qu'un venture loan. Et donc nous, on peut venir financer les activités opérationnelles de la société. Ok. Donc ça nous est arrivé par exemple sur une société qui s'appelle TransferGo, qui est entre l'Angleterre et la Lituanie, qui fait du transfert d'argent pour les migrants, un peu du Western Union, mais plus avantageux pour les travailleurs, et puis centré sur l'Europe de l'Est, les transferts UK vers l'Europe de l'Est ou Allemagne vers la Turquie, ce genre de choses-là.
Et là, on a collaboré avec Silicon Valley Bank à l'époque, qui faisait toute la partie fintech financing. Ok. Tout ce qui était financement des liquidités au niveau de TransferGo, alors que nous, on faisait la partie term loan, D'accord. Oui, donc c'est ça qui est financement des intéressant. opérations même de la société. Je pensais justement par rapport aux banques traditionnelles, parce qu'on les voit rarement justement sur les entreprises innovantes. Est-ce que vous avez des cas, hormis SVB qui était quand même très positionné sur la tech, est-ce que vous avez des banques, et je pense particulièrement à l'Europe, qui sont également à vos côtés pour backer les entreprises que vous soutenez avec ces loans? Alors, si on prend le cas particulier de la France, je pense que toutes les sociétés dans lesquelles on a investi avaient des prêts bancaires. Mm, mm. C'est encore exceptionnel parce que c'est très, très lié à Covid et aux prêts au PGE Yes, ouais. en France. Avant ça, on avait beaucoup de sociétés qui avaient des prêts de la BPI ou des prêts de leur banque relationnelle, des facilités de découvert, mais jamais au-delà de 1 à 2 millions. Aujourd'hui, on voit, grâce aux garanties que l'État a mis à disposition des banques, qu'elles arrivent à se positionner un peu mieux sur les sociétés technologiques. Donc en France, effectivement, on voit pas mal de banques traditionnelles qui donnent des facilités de crédit, parfois un peu trop. C'est un peu controversé ce que je dis, mais parfois un peu trop. Donc on voit beaucoup de sociétés qui se sont surendettées Ouais. pendant Covid grâce au PGE et qui aujourd'hui, pour un revenu de 5 millions, ont 10 millions de dettes. Ah Et ouais, il s'agit maintenant de commencer à amortir cette dette. Donc, il y a beaucoup de discussions avec les banques pour pouvoir rééchelonner. ouais, ouais. Dans les pays nordiques aussi, il y a pas mal de banques qui se positionnent. Nordea, en Finlande, en Suède et au Danemark, je pense, grâce aussi à une garantie de la BEI, arrive à prêter aux sociétés technologiques. Donc, on a déjà collaboré avec eux sur une de nos sociétés finlandaises, Blueprint Genetics, qui avait une facilité de Nordea, et nous, on est venu se positionner par-dessus. Ouais. Tant qu'il y a en fait assez d'actifs au niveau de la société et qu'on arrive à se partager le collatéral. Donc, il faut que les banques aient quand même un certain sens commercial. Ouais, ouais. On arrive en fait à prêter et à avoir du coup un coût du capital moindre pour la société. Nous, on aime bien quand il y a des prêts bancaires possibles. Alors, comment est-ce que vous faites pour évangéliser Très honnêtement, moi, en banque privée, à l'époque où j'étais en banque privée, c'était pas un sujet, on n'en parlait pas trop. Donc, il y a deux voies à évangéliser. Il y a d'un côté les prêteurs et de l'autre côté les emprunteurs. Donc, comment est-ce que vous faites dans les deux cas pour, pouvoir lever vos fonds et donner le confort nécessaire aux investisseurs, et dans l'autre, évangéliser l'entrepreneur qui va pas nécessairement penser à lever de la dette à ce stade-là. En tout cas, ça ne saura pas forcément que vous existez. Comment est-ce que vous vous y prenez ? C'est vrai que c'était un peu la traversée du désert jusqu'à il n'y a pas longtemps. Autant du point de vue des levées de fonds que dans certaines cultures, en fait, du recours à la dette pour les entrepreneurs. Donc, du point de vue des levées de fonds, c'était très compliqué d'expliquer comment la venture debt, la grosse dette, se situait entre l'equity d'un côté, le venture capital, gross equity, tout le monde connaît très bien. La dette privée senior secured au niveau du private equity, tout le monde connaît très bien. Mais alors, l'hybride entre les deux, c'était impossible à digérer pour les institutions qui ont, aussi qui ont une allocation d'actifs très fixe. Ouais. Je pense que ça doit te rappeler quelque chose pour les banques privées. Tout à fait. Où est-ce qu'on met la venture debt ? C'est de la dette, Yes, c'est de l'equity, ouais. je sais pas où mettre les warrants, etc. Mais aujourd'hui, il y a eu un essor incroyable de la dette privée sur les marchés financiers. Quand on a commencé notre carrière avec Stéphanie, on parlait beaucoup de shadow banking après la crise financière. Le shadow banking, en vrai, c'est la dette privée. Nous, on avait fait beaucoup de transactions à l'époque dans les music royalties, film royalties, wagon leasing. C'était aussi de la dette privée, mais ça n'avait pas le même nom. Et aujourd'hui, les investisseurs sont beaucoup plus flexibles dans leur allocation de dette privée. Ils comprennent qu'il y a senior secured debt aux sociétés rentables, senior secured debt aux sociétés technologiques à forte croissance, mezzanine, asset-backed financing, leasing. Et donc, il y a beaucoup plus de facilité. Le vocabulaire leur vient beaucoup plus. Ils comprennent comment les retours se décomposent. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'on a multiplié par 30 le volume de dette, de venture debt / grosse dette en Europe depuis que nous, on a commencé à investir. Ah, waouh! Il y a beaucoup plus d'acteurs pour évangéliser. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, la pénétration reste très faible par rapport aux États-Unis. Je pense qu'on a 5% par rapport aux 15-20% des US. C'est une question de maturité. Mais ça progresse bien. Maturité d'écosystème, ça. C'est une question de maturité. Exact. Et du coup, ça répond. La deuxième partie de ta question, c'était comment on évangélise les entrepreneurs. Exact. Ouais. Et je peux te dire qu'un entrepreneur qui est un repeat entrepreneur, on n'a pas besoin de l'évangéliser. Ouais. Parce qu'en général, ils ont vendu leur première société. Ouais.
possédaient peut-être 1 à 2% au moment de l'exit. Donc, même s'ils ont fait une sortie à 1 milliard, ok, c'était bien, mais en fait, ils n'ont pas récupéré beaucoup. Et la deuxième fois, ils sont beaucoup plus attentifs à la dilution pendant les tours pendant les levées successives. Donc ça, c'est le premier aspect. Les entrepreneurs, je pense, sont beaucoup plus sensibles à comment garder le plus de leur société et comment mieux se financer. Il y a une sophistication financière qui a vraiment, de manière exponentielle, augmenté depuis qu'on a commencé. De la même manière, les fonds de VC, qui aujourd'hui sont plus à leur premier vintage, mais sont deuxième, troisième, se rendent compte qu'en fait, s'ils avaient leveragé leur meilleure société du fonds 1, ils n'auraient pas fait 3 fois, ils auraient fait 10 fois. Parce qu'en fait, la distribution en venture est telle que c'est une société qui va retourner mais l'ensemble du fonds. Yes, Si on arrive à faire 20 fois dessus plutôt que 5 fois, grâce à de la venture debt progressive, l'impact est énorme. Et en fait, on a beaucoup plus de cash qui reste pour aller financer d'autres potentiels outliers. Et donc, il y a cette maturité. En fait, on ne pouvait pas aller plus vite que la musique. Il fallait avoir 1, 2 cycles. Il fallait avoir des cycles ascendants et d'autres descendants, ce qu'on a aujourd'hui, où les valorisations sont un peu plus difficiles, ou en tout cas les négociations sont plus longues, où les tours prennent plus de temps à se mettre en place, et où du coup la dette devient un élément assez impactant. Ouais. Comment tu composes un portefeuille d'un point de vue vraiment composition financière? Comment tu alloues le risque entre les différentes poses? Et quel type de véhicule tu mets en place derrière pour gérer? Tu touches du doigt un peu l'obsession de quiconque travaille en dette. C'est que autant en equity, on veut être concentré. Donc, si j'avais un fonds de VC, j'aimerais avoir 50% de mon fonds dans la position la plus prometteuse, celle qui va retourner 40 fois le fonds. Alors qu'en dette, en fait, vu qu'on doit protéger le downside, il faut absolument qu'on soit diversifié. Donc, nous, quand on est passé du fonds 2 au fonds 3, on a baissé la limite de diversification de notre fonds, par exemple, pour que la pose la plus large soit plus de 10%, mais 7,5%. On essaie aussi de trancher le plus possible les prêts. Donc, si on va faire une facilité de 20 millions, on va essayer de la trancher en 5, 5, 5 ou 2 fois 10 pour essayer de contrôler le déploiement et le risque. Je vais aussi reprendre le conseil d'un des, je crois que c'était un des partenaires de Khosla Ventures qui avait dit qu'en fait, les levées de fonds avaient été tellement rapides que les managers avaient raté un aspect important qui était la diversification du vintage. En investissant et en plaçant le fonds sur 2 ans, en fait, on s'expose énormément à un cycle, ascendant ou descendant. Quand ça monte, c'est bien. Et quand ça descend, en fait, on rate la remontée. Bien sûr. Et voilà. Et donc, nous, on a quand même essayé de diversifier sur la durée. Notre premier fonds était de 2 ans. Donc, dans la dette, c'était une période d'investissement de 2 ans. Dans la dette, encore, ça va, parce qu'on a beaucoup de lignes. Mais aujourd'hui, on a une période d'investissement de 4 ans. C'est plus court que dans l'equity, mais il faut savoir que dans la dette, on investit 2 fois notre capital. Donc, pour un fonds là, on lève 350, on va devoir l'investir 2 fois pendant la période d'investissement, vu que les prêts amortissent et quand le capital revient, on le redéploie. Oui, tout à fait. Donc, c'est essentiellement ça. L'idée, c'est d'être diversifié, donc cette limite, dans tous les sens, en termes de secteur, en termes de pays, en termes de maturité, en termes de VC dans le syndicat des actionnaires, pour qu'on ne soit pas exposé à un seul type de risque. Ouais. D'une manière générale, comment est-ce que les deals vous parviennent? J'étais intéressée aussi que tu me décrives, alors je fais 2 questions en une, l'équipe que tu dois mettre en place, parce que pour un fonds de VC, je pense que les personnes qui nous écoutent sont, je pense, relativement aguerries. Il y a pas mal de VC qui écoutent FinScale, donc je pense que c'est clair pour eux, mais dans le cas de Bootstrap Europe, comment est-ce que vous avez composé cette équipe-là? Et je ne sais plus quel était le début de ma question. Mais donc comment vous sourcez du deal actuellement et versus le futur? Bon, alors, j'ai fait 3 questions en une, désolée. Alors, commençons par l'équipe. Une des raisons pour laquelle la venture debt grandit, oui, mais assez lentement, c'est qu'en fait, c'est dur de trouver des personnes qui ont les compétences nécessaires. Il faut avoir les compétences à la fois de dette, donc le côté un peu parano, le côté downside protection, le côté qu'est-ce qui peut mal se passer. Comment structurer de manière très technique sur chacune des juridictions dans lesquelles on intervient. On est sur 12 à 14 juridictions, donc sur chacune, il faut connaître les codes de la faillite, il faut savoir comment on prête, comment on prend des warrants, etc. Donc je prends des analyses crédit, c'est quoi? Ensuite, comme genre de profil? Donc il faut avoir les analyses crédit.
Mais par exemple, un banquier aura beaucoup de mal à le faire parce qu'il n'y a pas d'EBITDA, il n'y a pas de profit, Ouais, comment on tout à fait. calcule les covenants. Donc, c'est une analyse de crédit assez différente. Mais en revanche, en général, ceux qui sont passés par la banque d'affaires ont quand même une très bonne formation, Ouais. ou qui sont passés par de la dette privée ont une excellente formation. Mais alors, pas seulement. On investirait, tu me demandais tout à l'heure la composition du portefeuille. Si on investissait dans des sociétés qui n'ont pas de potentiel à l'upside, en fait, on réussirait jamais à délivrer à nos investisseurs les retours qu'on leur promet. Il nous faut absolument avoir le même type d'upside que les VC et les fonds de growth equity. Donc, si une société n'a pas le potentiel de faire 10 fois, pour nous, il faudrait pas trop investir en gros. En gros, une PME qui grandit de 10 à 20%, mais qui est pas rentable, l'utilisation de la venture debt est pas justifiée et pas conseillée. Il faut quand même une très forte croissance, une technologie assez unique. Donc, il faut aussi réfléchir comme un fonds, comme un investisseur en equity, être complètement schizophrène sur les deux types de retours qu'on essaie d'avoir. Donc, c'est pas facile. Parfois, on a des gens qui sont excellents en equity, mais qui vont trouver toutes les pépites des 5 prochaines années. Seulement, le risque dette est impossible pour nous à digérer, donc on va pas pouvoir faire les investissements, on va pas pouvoir travailler avec ces personnes. Et d'un autre côté, ceux qui aiment bien les boîtes plan-plan, on peut pas non plus les recruter. Et donc, pour répondre à ta question sur le deal flow maintenant, ce qui était pas mal quand on a commencé avec Stéphanie et que justement on gérait les actifs illiquides de ces family office et des entrepreneurs, c'est qu'en fait on allouait au fonds de VC. Donc, on a fait le premier fonds de Passion en Angleterre, on avait investi. C-Venture, quand ils ont lancé leur fonds de microbiome, par exemple, on avait regardé. On connaissait extrêmement bien l'environnement VC européen. Et donc, au moment de faire de la venture debt, on a pu appeler les mêmes associés dans chacun des fonds en disant oui, en fait, voilà, on se spécialise aujourd'hui que dans la venture debt. Lesquelles de vos sociétés pourraient bénéficier de ça? Comment on peut vous aider? On se considère vraiment comme un complément aux VC, aux fonds de growth equity et aux entrepreneurs. C'est vraiment quel problème vous avez en ce moment et est-ce que notre forme d'investissement pourrait résoudre le problème. Donc, c'est généralement 90% du temps les VC qui vont venir nous voir en disant Fatou, Steph, j'ai ce problème-là, on essaie de vendre la société, on a 6 mois de cash, il faudrait qu'on ait un peu plus, mais je veux pas aller voir tous les actionnaires pour faire un convert. Est-ce qu'on peut faire une venture loan à côté? Ou on a un nouveau contrat, mais il faut qu'on investisse 10 millions. Je veux pas lever avant d'avoir cristallisé ce contrat-là parce que du coup, on va pouvoir lever à 5 fois la valo. Ce genre de situation-là. Et en fait, c'est toujours des points d'inflexion. C'est pas que la société ne peut pas lever d'equity, mais c'est qu'elle choisit de décaler le timing de sa levée pour être sûre de pouvoir lever à 1, 2, 3 fois plus. Donc ça vient que la valeur existe. Ça vient des entrepreneurs eux-mêmes ou ça vient des relations que vous avez tissées avec tous ces fonds de VC, tu dirais? Ou c'est moite-moite? D'abord les fonds de VC, vraiment 90%. Okay. Et puis de plus en plus, les entrepreneurs qu'on a financés, les entrepreneurs à qui on a parlé, qui vont nous recommander à d'autres entrepreneurs et c'est vraiment du bouche à oreille pour le moment. Après, par exemple, un des impacts négatifs de la faillite de SVB, il y en a beaucoup, mais un des impacts en Europe, c'est que en Angleterre et en Allemagne, SVB faisait énormément de marketing, énormément d'éducation pour les entrepreneurs, pour les VC, autour de la venture debt, autour des différents outils de financement, comment les utiliser, quand, etc. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent. Je pense que ni les fonds ni les banques n'ont la force de marketing nécessaire pour le faire, mais j'espère que avec des podcasts comme le tien, avec des articles qu'on a parfois dans Sifted, Fortune, on arrive à un peu amplifier quels sont les cas d'usage bénéfiques. Donc, dans l'équipe, vous êtes combien maintenant? On est 13. Okay. La plupart de l'équipe est à Londres. C'est une équipe très diversifiée, mais pour je sais pas pour quelle raison. Enfin, si je sais pour quelle raison. La plupart, on a des des franco-libanais, allemands, américains, irlandais, mauriciens, français, Sénégal. Quasiment tout le monde est à Londres. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quasiment tous les fonds de venture debt sont à Londres. Et donc, quand on recrute, les gens sont déjà là, ils ont déjà leurs attaches familiales. Et structurés au Luxembourg. On a monté l'équipe à Londres. Et structurés au Luxembourg. Structurés au Luxembourg, Ah ouais, t'as vu, je me souviens. Voilà. Ok. Et moi, je suis à Zurich. Et on a un autre associé, Humphrey, qui est en Suisse romande.
Génial. Alors, je te parlais dans ma troisième partie de cette question que je t'ai posée, il y a l'évolution, parce que j'ai fait plein de super épisodes sur l'utilisation de l'IA dans les fonds d'investissement, que ce soit au niveau du plus de opérationnel, gouvernance, mais aussi du point de vue analyse, due diligence, deal flow, management, etc. Est-ce que vous commencez à voir apparaître des outils pour vous accompagner? Est-ce que vous développez en interne des outils pour éventuellement aussi suivre au niveau opérationnel toutes ces dettes, tout ce portefeuille de dettes? Alors, c'est un sujet dont on discute depuis 2-3 ans en interne, qui est accéléré aujourd'hui par justement Generative AI. Je peux pas trop en dire maintenant, mais on est en train de mettre en place quelque chose qui va nous aider à être un peu plus efficace, pour nous, mais aussi pour les sociétés avec lesquelles on travaille, sur la collecte d'informations et l'analyse de leurs informations, et qui puisse aussi leur donner en fait des résultats utiles. Mais je peux citer en Europe, il y a des cas de sociétés de lenders aussi qui essaient d'automatiser les prêts. Donc ça marche sur certains segments. Entre 1 à 5 millions, je dirais, ils arrivent à automatiser les prêts, notamment tout ce qui est revenue-based lending, e-commerce lending, SaaS lending, c'est beaucoup plus facile au niveau des métriques. Mais sur des sociétés comme semi-conducteurs, hardware, climate tech, clean tech, deep tech, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Donc c'est sur ça qu'on travaille en ce moment. Et j'espère que je peux te revenir dans 3 à 6 mois en disant ça y est, on a l'outil en place. Ah cool. Mais c'est pas facile parce que la donnée est très hétérogène, très hétérogène. Je me doute bien. Dans les returns que vous avez déjà annoncés, publiés pour vos investisseurs, on est dans quel ordre? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut attendre en tant qu'investisseur? En gros, l'idée, c'est de répliquer le top decile du VC. Top quartile, top decile du VC, Europe, US confondus. Donc vraiment de répliquer le portefeuille qu'on a en equity, mais avec downside protection. Et les investisseurs qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous depuis le début, qui en fait chaque fois réinvestissent dans le fonds d'après, répliquent exactement le même type de retour qu'en private equity, qu'en top quartile VC. C'est marrant parce que j'y repense maintenant. En fait, j'ai fait plein d'épisodes sur les fonds de dette. J'en avais fait un passionnant avec IVO Capital Partners sur le litigation funding. Donc, on est sur un autre type de financement. Mais on en a fait aussi à l'époque. C'est vrai? Dans le fonds dans lequel... le premier fonds? Non, avant, quand on gérait le portefeuille d'alternatives, il y avait du litigation financing et de la dette distress, mais du point de vue litigation financing aussi. Des dossiers ça peut durer 10 ans. Et c'est vrai que les retours sont assez incroyables. Ça peut durer 3 mois. Bah ouais, mais les retours, j'ai vu les perfs, on en avait parlé avec Michael Israël, qui est le fondateur. Les perfs étaient assez extraordinaires. Ok, bah écoute, c'est top, Fatou. J'aimerais encore pouvoir te parler des heures, mais j'essaye de rester à 30-35 minutes pour mes épisodes. Est-ce que tu aurais un petit peu de littérature à nous conseiller pour en apprendre davantage? Est-ce qu'il y a des associations qu'on peut suivre pour connaître mieux ce que vous faites? Non, alors l'industrie est tellement petite qu'on n'a pas vraiment encore structuré ça. Cette année, on a assisté à la première conférence de Venture Debt aux US, c'était à New York, et je crois qu'il y avait tous les acteurs américains, pas beaucoup des Européens. Mais je prends ça comme un encouragement de mettre en place pour l'industrie de la venture debt en Europe. Écoute, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Écoute, c'était top, Fatou. Alors, j'ai toujours un mot de la fin. Je suis un bookworm, donc les auditeurs savent qu'à chaque fois que j'ai des invités, je leur demande une recommandation de bouquin, mais à titre presque personnel. Donc, est-ce que tu me recommandes comme ouvrage inspirant pour clôturer la discussion? Je sais pas si tu vas aimer mes recommandations. Vas-y. Je me fais beaucoup taquiner parce que je lis souvent des trucs indigestes, genre Ulysse, James Joyce. Alors, le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est un classique, mais j'avais jamais lu, c'est Virginia Woolf. Mrs. Dalloway. La langue elle-même est assez difficile, mais les univers intérieurs qu'elle décrit sont extraordinaires, que ce soit des hommes, des femmes, des malades mentaux, des dames de la haute société. Enfin, pour moi, c'était vraiment une découverte époustouflante. Même si, j'avoue, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle, donc c'était très, très dur à lire. Mais voilà, si tu veux si tu veux explorer un langage qui est à la fois simple, mais structuré sur 2, 3, 4 niveaux, je recommande. Mrs. Dalloway, Virginia Woolf.
Merci beaucoup Fatou, c'était super intéressant. Tu es resté hyper vraiment dans les boundaries de notre compréhension à tous, donc c'était super chouette. J'ai appris beaucoup de choses. Merci Fatou, merci à tous de votre écoute et à très bientôt sur FinScale. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.